Voilà, bonjour à tous. Merci d'être présents et je pense que c'est très important d'avoir cette période d'échange ici sur la journée. Petite présentation, je m'appelle Jonathan Lamuette, je suis directeur technique national depuis 5 ans et j'étais déjà depuis 10 ans à la fédération. Je suis prof de PS de formation. J'ai suivi mes diplômes en France, j'ai des diplômes ENVAL en France. Et je suis papa de deux filles, dont une jeune fille, donc je ne dors pas beaucoup pour revenir. Je voulais revenir sur les trois interventions avant de parler de mon sujet du jour. Sur les trois intervenants qu'on a eu le plaisir d'écouter, j'ai apprécié. Et je pense que tous sont focalisés sur l'individualisation des athlètes, sur les mettre dans les meilleures conditions. Et si vous suivez un peu le sport en général et plus particulièrement en Belgique, on a eu une affaire avec Nafissa Toutian, qui est triple championne olympique en athlétisme, donc en hétathlon. Et il y a eu vraiment une opposition entre l'athlète et la fédération, donc les collègues de la fédération d'athlétisme, tout simplement parce qu'on n'a pas su mettre nos structures et l'administratif au service du sportif. Et ça, je pense ça mérite en tout cas de prêter de l'attention là-dessus. Je voulais quand même le dire. De l'attention sur les athlètes qu'on va en mettre. On nous donne 30 minutes pour parler d'un sujet où je pense que je peux parler 2 jours. J'ai essayé vraiment de synthétiser un contexte, mais surtout les bonnes pratiques, parce que finalement c'est le topic du jour, entre le monde de l'enseignement sur certains points et plus sur le monde des associations et ici des fédérations sportives. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une conclusion. La conclusion d'une thèse que j'avais faite pour le Master P chez HF, donc le diplôme européen au niveau du handball, et j'avais fait ça sur la méthodologie de détection pour vraiment le handball, sur tous les sports d'abord, et puis sur le handball au niveau belge. Et la conclusion était que si on parle de potentiel et qu'on va arriver vers une performance, quelle qu'elle soit, la détection c'est comme jouer au poker, c'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est extrêmement complexe. Et pour faire un bout de bête, donc pour faire une bonne mise, il y a un combo qui revient quand même sur plusieurs structures de fédération dans tous les sports, c'est mettre en adéquation la science qui est très objective avec l'œil de l'expert qui est plutôt subjectif et qui connaît les spécificités du sport, et essayer de mixer ça sous forme d'échanges et d'échanges contradictoires si possible, parce que c'est par là qu'on a vraiment les bonnes idées. Tout ça doit être mis en place avec une structure vraiment qui recherche la haute performance, et la structure elle doit pouvoir accepter, comme vous voyez en dessous, on va pouvoir aller jusqu'à, je ne sais pas si j'ai un pointeur ici, voilà. On va pouvoir être en capacité que la structure permette l'échec. Et ça c'est très difficile, c'est extrêmement difficile. Pourtant, le sport, c'est des échecs. Vous allez le voir dans la diapositive après. Si on prend ici le développement et le principe de puissance d'apprentissage, si je vous demande de développer l'alphabet de A à Z, vous allez le faire très facilement en peu de temps. Mais si je vous demande de décompter de Z à A, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés sur un plus long temps. Ça, c'est le principe finalement du haut niveau. C'est essayer d'avoir une réponse adaptée sur un temps et un espace très court. Et donc, si je vous demande, vous allez essayer de décompter l'alphabet, vous allez commencer à réussir et finalement à réduire ce temps, à avoir un meilleur score, vous allez avoir de meilleures réponses, vous allez avoir après de meilleures transformations, c'est-à-dire que vous allez essayer d'aller plus vite, mais vous allez échouer. Et c'est ça qui est important dans le principe ici d'apprentissage, c'est que l'échec, c'est l'apprentissage. Donc le développement, si on parle de potentiel, et j'y reviendrai après, si on parle de potentiel, le développement est plus important que la performance.
Par contre, évidemment, au niveau de la performance, là, on se focalisera et on individualisera la phase. Vous voyez ici le schéma que je donne souvent sur les séminaires avec les entraîneurs, c'est l'œil du coach. C'est essayer de voir finalement, de mettre une pièce et de pouvoir se dire le joueur, à quoi il va ressembler, la joueuse, à quoi elle va ressembler. Et ici, au niveau féminin, notre projet, il est tout récent. On vient de recommencer les structures féminines, donc toutes les structures, des jeunes vers l'équipe première, au niveau des équipes nationales, depuis 4 ans. Donc, le projet est très jeune. Et ce qui m'intéresse le plus ici, c'est que, vu que le projet est jeune, je peux dresser un lien très facile avec le secteur masculin. Et ce qu'on a réussi à faire depuis quelques années, c'est de porter de l'attention sur les joueurs à profil au niveau masculin, et que dans les premières discussions au niveau des détections et des sélections au niveau féminin, on était sur les joueuses du moment, c'est-à-dire les meilleures joueuses, au lieu de se focaliser sur qu'est-ce qu'elles vont devenir, comment on va pouvoir les amener sur un niveau de performance supplémentaire. Et c'est souvent le principe de la discussion. Des indicateurs aussi de la thèse, au départ je ne voulais pas le mettre, et puis finalement j'ai travaillé ça ce matin. Je pense que c'est important, ça fait en 4 points. Indicateur intéressant, le facteur anthropométrique n'est pas clairement établi. Et ça c'est une étude, c'est des études croisées sur tous les sports. Donc le facteur anthropométrique, même s'il y a une haute haut besoin de facteurs anthropométriques dans les sports, comme le basket, comme le handball notamment, il n'est pas clairement établi comme signe de détection de talent, tout simplement parce qu'il y a une croissance. Par contre, les facteurs psychologiques sont clairement établis. Et j'en veux pour preuve une dia que je vais vous présenter après sur la motivation intrinsèque, qui est finalement ce que tout entraîneur, ce que tout responsable de structure recherche. Quand on parle de profil de joueur, c'est une dominance dans les prédispositions, quelles qu'elles soient, technico-tactiques ou autres, mais on parle de prédisposition dominante. Et le pic de puberté, vous savez que c'est toujours un curseur très différent entre déjà les garçons et les filles, mais aussi au niveau des garçons entre eux et des filles entre elles. Et donc, ce pic de puberté et le relative age effect, qui est la maturité d'âge relative, ça crée des opportunités pour les joueurs, en fait, pour certains profils. Pourquoi? Vous voyez tout de suite la petite joueuse qui ne sait pas tenir quasi la balle et qui a besoin peut-être d'un rebond pour pouvoir marquer, elle va développer des capacités complètement différentes, elle va devoir innover sur ses compétences peut-être tactiques, sur ses compétences peut-être techniques, et donc elle va devoir trouver des opportunités pour exister dans le sport co et dans l'opposition. Donc ça au niveau de l'exploitation, donc dans la prise de décision après dans la sélection, c'est clairement une opportunité. Alors là, je suis, si on parle évidemment de chemin en fait entre le potentiel et la performance, ça passe par la culture sportive dans un premier temps, la culture de gouvernance, la culture de la santé, du sport santé, mais aussi par la culture de la haute performance. Et pour moi, ça a été un gros travail. Vous voyez les différentes étapes clés de la culture sportive. Et on a essayé avec mes collègues de pouvoir bâtir un plan stratégique où on voulait augmenter en fait notre culture du handball belge féminin. La culture, c'est un peu comme la confiture. Moins tu en as, plus tu l'étales. Donc l'idée, c'était de passer de quelque chose de désorganisé dans notre propre structure, dans notre fédération. On n'avait pas un parcours clairement établi pour le handball féminin. Et donc, en fait, on
on n'était pas sûr, et l'idée était de passer vers la culture, l'expression la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Donc de progresser en fait dans notre culture belge, de développer vraiment une identité belge. Comment est-ce qu'on veut que notre équipe nationale joue? Comment est-ce qu'on veut qu'elle soit visible à l'international? Comment est-ce qu'on fait finalement transpirer ça sur notre chaîne, sur nos parcours jeunes? Et donc ça c'est le challenge à l'heure actuelle, vu qu'on n'a que 4 ans de travail là-dessus. Mais je voulais quand même commencer par le football. Au niveau du contexte belge, vous savez que la Belgique c'est un peu complexe finalement. On a 3 gouvernements, 3 langues nationales. Une particularité de la fédération, c'est qu'on a dégagé plus de fonds privés que de fonds publics, parce qu'on est peu soutenu au niveau de fonds publics, et je pense que dans le sport en général, on a nos gouvernements qui sont peu subventionnés sur le sport. On a finalement 2 ligues qui sont plus fortes que la fédération. La fédération est une coupole virtuelle pour nos fédérations internationales. Les employés, les professionnels sont dans les ligues. Et donc pendant toute une période, et j'en ai connu la fin, les 2 ligues s'opposaient plutôt que de travailler ensemble. Alors elles s'opposaient, mais elles progressaient chacune de leur côté sur des thématiques différentes. Ici, depuis maintenant 4-5 ans, d'ailleurs c'est la première fois qu'il y a un directeur technique national de handball belge, parce qu'avant il y avait 2 directeurs techniques, un flamand et un wallon. Et donc l'idée qu'on a eue, c'était vraiment de centraliser et de vraiment développer ensemble des synergies, qui sortent tout à fait logiques, surtout pour un sport. On avait une priorité historique au niveau des hommes, donc on avait une grosse structure développée au niveau du handball masculin. J'en veux pour preuve que tous les élus étaient des hommes aussi au niveau du conseil d'administration. Et on a, pour la première fois l'année dernière, eu un parcours du très haut niveau. Donc on a joué les pré-qualifications du championnat du monde avec l'équipe nationale dames. Et on a su se qualifier pour les qualifications. Ça faisait 20 ans qu'elle n'avait plus été présente sur la scène internationale. Donc, aucune présence, ça veut dire aucune visibilité, ça veut dire aucune, finalement, aucune existence. Et ça, c'était extrêmement compliqué. Nous avons que 12 000 membres, 90 clubs et des championnats non professionnels. Par contre, et je vous parlais de motivation intrinsèque tout à l'heure, on a des talents. On a su développer des talents. Vous voyez ici, par exemple, Zena Smith, qui est en équipe nationale allemande à l'heure actuelle, Kim Brown qui était, Niki Uba, qui a joué pendant des années en VH française et qui a refusé la nationalisation française parce qu'elle était belge. Quinten Peulman, Thomas Koenberg, tous ces joueurs-là également sont des joueurs au plus haut niveau. Et Leila Tonissen a fini la saison dernière, actuelle capitaine de l'équipe nationale, la meilleure buteuse de la D1 française. Donc, on a des talents avec un lien, c'est de la motivation intrinsèque extrême. Ça veut dire que sans parcours clairement établi, elles ont su, parce que là je parle au féminin, elles ont su pouvoir exister sur la scène internationale. Mais nous, en tant que fédération, on n'a pas su les garder parce que le projet sportif n'était absolument pas équivalent à leur finalement à leurs besoins. Donc nous passons d'un contexte de on existe, on démarre le projet, et notre volonté est d'aller vers un projet par les femmes pour les femmes, et vraiment essayer de focaliser ça sur un plan stratégique ici où vous ne voyez pas, mais on aimerait bien donner du sens à la structure. Donc le plan stratégique qu'on est en train de mener encore à l'heure actuelle en place, c'est une consultation nationale de tous les clubs et laisser l'opportunité en fait à tout le monde de s'exprimer. On a créé un plan stratégique au niveau de la fédération, au niveau des 2 ligues, et on l'a donné aux clubs en disant voici nos axes stratégiques sur 2 Olympiades, c'est-à-dire 8 ans. Qu'est-ce que où est-ce d'abord que vous positionnez?
Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de développer dans la structure commune? C'est en cours, je ne peux pas vous donner le résultat à l'heure actuelle, mais l'idée c'est de créer des synergies et de rapprocher en fait les clubs avec les besoins des athlètes et la fédération. Là, c'était, vous ne voyez pas non plus, mais c'était donner du sens à la structure. Et donc, nous avons un parcours clairement établi maintenant et communiqué, parce que il n'est pas en interne, il est communiqué et expliqué sous forme de capsules vidéo à tous les entraîneurs de club, à tous les responsables techniques et directeurs techniques de club, et aux joueurs, joueuses et parents. Les parents, il faut éviter qu'ils soient que des taxis, parce que c'est les personnes les plus importantes quand on parle de détection et de talent. Donc ici, vous voyez qu'il y a un onglet, en fait le joueur est quasi au centre, il y a les ligues, la fédération, les compétitions, les objectifs sportifs, le joueur à quoi il devrait s'engager pour le parcours, et il y a deux parcours, parce qu'il y a toujours du parcours loisir, évidemment, les clubs le font, les joueurs doivent pouvoir le faire aussi. Et l'application ici envers des parents. Soutenir, être informé, c'est les premières actions que les parents devraient faire, et puis s'appliquer dans le double projet de la joueuse si elle commence à devenir référente sur les sélections. Donc nous partons, voilà, je vous donne juste des exemples ici avec Nele qui n'était que la seule représentante visible du handball féminin belge. On a réussi ici à avoir la 3e place de l'European Championship en août, ici 2025. Première participation depuis des années de l'équipe féminine. Et on va avoir un test, je vous parlais de l'apprentissage et de l'échec, là on va avoir un sacré test, c'est qu'on joue l'Allemagne à la maison dans moins de 30 jours, le 19 octobre, et ça va être un sale moment. Mais ça va être un sale moment qui va nous permettre de pouvoir évoluer. Et c'est là-dessus en fait qu'on communique avec les joueuses. J'ai pas le temps de pouvoir développer ici, mais vous l'aurez, je pense, si vous le souhaitez. C'est le plan stratégique qu'on a mis en place au niveau de la Fédé. Et en fait, au niveau des clubs, c'est très simple. On enlève les zones bleues et on leur demande en fait comment eux peuvent s'appliquer dans ces zones-là. Moi, je vais me focaliser sur le développement de talent. Et surtout sur les meilleures pratiques, parce que sinon je n'aurai pas le temps de pouvoir tout couvrir. Comment une bonne pratique sur le développement des talents de l'équipe nationale, c'est que on a voulu vraiment sur tous les aspects en fait qui touchaient l'athlète au féminin, on a voulu transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. Il y avait des frustrations dans les règlements, on a essayé de les simplifier ou de les favoriser, je l'expliquerai tout à l'heure. Il y avait des amendes, des sanctions encore frustrantes ou bêtes et méchantes qui étaient finalement des règlements d'il y a 30 ans. On a essayé d'apporter du sens en fait dans la structure et que toute une série d'émotions négatives ou de pensées négatives, qu'elles soient sur le club, les encadrants ou la fédération, on essaye de les transformer en émotions positives ou en actions positives et constructives. C'est un gros travail, je pense que d'ici 5 ans, ce ne sera toujours pas fait, mais l'important, et la première chose, c'est que ça a été communiqué au club. Et rien que par cette communication-là, on a déjà des clubs qui sont revenus vers nous avec des idées. On a monté une boîte à idées et on a reçu déjà des premières infos, dont certaines très pertinentes et dont d'autres, comme la confiture, vraiment très peu pertinentes. Donc créer ce cercle et mettre la joueuse au centre du cercle. Tout ça donne évidemment du sens à la vie. Dans une autre bonne pratique, vous avez compris qu'on était en instabilité au niveau de notre budget. Et pour arriver à nos fins,
on a essayé de développer un revenu, générer une économie qui est structurelle. Donc on a mis une cotisation spéciale au niveau de nos clubs. Alors ça a grassé des dents, mais après un an, finalement, c'était acquis. C'est 1 euro par mois, par joueur et joueuse. Très simple. De ce budget-là, on a mis ici, je pense, la moitié du budget sur le digital. Pourquoi? Parce que c'est clairement réduire. Vous connaissez le monde du volontariat. On est en crise, on n'arrive pas à trouver des bénévoles, donc il faut qu'on travaille mieux. Comment faire? Avec le digital, on a tendance à pouvoir réduire la charge de travail administrative et améliorer quand même certains poids de gestion des clubs, vu qu'on est des clubs non professionnels. Donc, par exemple, la prochaine plateforme digitale qui va sortir l'année prochaine aura un système de gestion comptable dedans. Ça aidera finalement le travail de l'Union. Nos jeunes internationales cofinancent leur parcours. Elles cofinancent à hauteur d'un tiers. C'est comme ça et ce sera culturel. Elles doivent investir comme nous investissons en elles. Elles doivent investir dans leur parcours. C'est la règle d'un tiers. Et ça, c'est encore un gros travail, mais en tout cas, dans les prises de décision, 1 euro est 1 euro. Donc, je préfère ne pas le faire plutôt que mal le faire. Et donc, il y a des décisions qui fâchent, comme ne pas participer à des championnats d'Europe toutes les années, sélectionner les meilleures générations pour pouvoir participer. Et ça, c'est des décisions qui doivent être prises. Et évidemment, ici, on est sur un lieu propice à l'échange, mais c'est aussi développer des plus-values avec les projets européens et des plus-values communes à plusieurs associations. Que ce soit au monde de l'enseignement, de l'éducation, de la santé, je vais y revenir dans mes perspectives et ma conclusion. Je ne vais pas m'éterniser trop là-dessus, mais l'idée, c'est que on va avoir, donc on a revu tout ce qui est règlement, tout ce qui est format de compétition, formation, et tout le complexe d'identification des talents et de principes de sélection. J'ai essayé de synthétiser quelques bonnes pratiques qui pourraient vous intéresser. On essaye peut-être d'avoir quelque chose de disruptif, c'est que nos sélections, finalement, vu qu'on n'a pas assez de potentiel pour pouvoir jouer toutes les compétitions, c'est de les intégrer en surclassement dans nos compétitions. C'est en cours de réflexion. Et comme je vous le disais, on a fait un gros travail l'année dernière de modification des règlements au profit de l'athlète. Quand je vous disais que la joueuse est au centre du dispositif, c'est vrai. On a une dérogation, en fait, ça s'appelle la dérogation de l'âge pour les jeunes talents identifiés. Et les jeunes talents, c'est tout simplement des jeunes filles qui sont sélectionnées en U16. À quoi ça sert? Finalement, ça nous sert à avoir une belle cartographie parce que, vu qu'elles peuvent accéder à la compétition adulte 1 an plus tôt que toutes les autres, on a une tendance ici à ce que les clubs envoient beaucoup de joueurs. Et donc, nous, on a ce travail-là de moins à faire, vu que, finalement, les clubs sont intéressés qu'on puisse les voir et qu'on puisse leur donner un retour. On a un deuxième gros point, qui est le double droit de jeu, qui était, je pense, très connu dans plein d'autres fédérations et sports. Et nous, c'est un principe de libre circulation, mais uniquement pour les jeunes internationaux et jeunes internationales. Donc si on est dans une liste de 35 d'une équipe nationale jeune ou senior, on peut aller dans 2 clubs, tant que le projet sportif est une plus-value. Je suis dans un top club et j'ai pas de temps de jeu, je peux aller chercher du temps de jeu plus bas. Si je suis titulaire à 17 ans en D2, je peux aller chercher des entraînements dans un autre club de meilleure qualité et du temps de jeu, si possible, sur des meilleures compétitions.
Ces deux modifications-là sont avec 3 strates. La fédération propose ce règlement. Le parent demande ce poids de règlement à la fédération, parce que c'est toujours les parents qui sont responsables des mineurs. Et les entraîneurs se mettent d'accord pour mettre les joueurs sur la feuille de match. 3 strates qui sont très faciles. Un des points que je voulais souligner avec le double droit, c'est que on est venu en disant oui, tu es directeur technique et tu ne penses qu'au haut niveau. Mais en fait, le double droit, je l'avais d'abord réfléchi pour les clubs formateurs. Parce que vous savez qu'un transfert, finalement, vous avez un très bon joueur ou une très bonne joueuse, et c'est le cas au niveau du secteur féminin, c'est des transferts très brutaux. On ne communique pas, on contacte la joueur ou le parent, et finalement, le club ne le sait, le club d'origine, le club formateur ne le sait peut-être pas. Ici, en fait, avec ce double droit-là, ça garantit un lien plus long avec le club formateur, c'est-à-dire qu'ils peuvent gagner encore 1 an, peut-être 2 ans, en allant voir des deux côtés. La jeune joueuse peut jouer dans les deux côtés, donc elle peut se sentir bien, peut-être des deux côtés. Et si elle ne se sent pas bien, elle a toujours l'opportunité de rester dans son club formateur. Je vous parlais de cercle vicieux en cercle vertueux. On a tendance à diminuer, voire à supprimer tout ce qui est amende et sanctions. Pourtant, si vous regardez tous vos règlements au niveau de vos différentes associations, on a toujours dit qu'il n'y avait que les amendes et les sanctions qui fonctionnaient. J'ai encore eu des grosses discussions là-dessus. Donc on a tendance, nous, à essayer d'apporter maintenant du soutien et du support. On n'a plus d'obligation de formation continue des entraîneurs en cours de carrière. Par contre, on continue à proposer des colloques. C'est la loi du marché qui va le faire. S'ils passent leur diplôme d'entraîneur, ils ont une autorisation coaching par rapport au niveau, mais aussi, ils ont des points en plus dans ce qui s'appelle la labellisation, ici. Et à la fin de l'année, les clubs qui accumulent un nombre de points, ces points-là se transforment en soutien financier pour le club. Donc en fait, on a essayé complètement de réinverser ce système d'amende par match qui finalement frustrait beaucoup, mais qui n'apportait pas forcément de solution. L'accompagnement des profils, on a un gros besoin de création de compétences sur le secteur féminin, que ce soit du sport de masse, de la détection ou du très haut niveau. Et donc, les premiers projets qu'on a fait l'année dernière, c'était un projet Interreg avec la Ligue Grand Est. C'était un stage en fait, à Spa, donc en Belgique d'une semaine, où on a invité des entraîneurs et des encadrants françaises et belges. Le principe était ça, les Belges créaient les premières situations d'entraînement avec le soutien des Français, et puis ils inversaient sur la deuxième partie du stage. Je dois dire que ça a été très riche, et je suis vraiment intéressé de réitérer cette collaboration-là, parce qu'on crée réellement des compétences à travers l'échange. Spécifique au secteur féminin, on a été avec le coach national, on a eu une mobilité Erasmus l'année dernière en Hongrie, où ils ont pu aller observer des matchs de l'Euro féminin, mais aussi l'académie NECA en Hongrie, et pouvoir échanger avec tous les staffs. Donc, l'idée, elle était très simple, c'était de ramener des compétences sur 5 entraîneurs masculins, 5 entraîneurs féminins belges, et les mettre comme responsables, comme antenne pour des mini-formations après sur le territoire. Au niveau de l'identification, si vous regardez ici, oui, commencez plus tôt, mais cercle vertueux, on essaie le plus possible d'entrer dans des situations de win-win avec les clubs, donc de synergie plutôt que de collaboration. Tous nos événements, que ce soit des tournois, que ce soit des stages ou autres, on essaie de les proposer via des cahiers de charges à nos clubs.
Ils les prennent, ils ne les prennent pas. S'ils ne les prennent pas, on l'organise. S'ils les prennent, ils peuvent finalement, avec cet événement-là, il y a beaucoup de monde qui vient, ils génèrent des économies avec la cafette, avec peut-être un droit d'entrée sur certains événements qu'on laisse, qu'on limite pour ne pas qu'ils abusent. Et dans le principe d'identification, on a deux événements clés. La première qui vient des Hauts-de-France, où ils faisaient toutes les journées de compétition sur un même site. Et en fait, j'ai pris l'idée, et ça marche plutôt bien, sur deux sites avec deux salles, donc 40 x 20, on passe toute la journée à regarder tous les jeunes. Moins de 14, 1 ou 2 jours, 3 jours, moins de 16, 1 ou 2 jours, 3 jours. On a une très belle visibilité du niveau général moyen, et finalement on a vu quasi tous les joueurs et joueuses sur très peu de temps. Sur ces événements-là, je rassemble les sélectionneurs, mais pas que les sélectionneurs si on prend l'exemple d'une journée de compétition moins de 16, je prends les sélectionneurs moins de 16, mais aussi moins de 14, et aussi de l'équipe nationale moins de 18 filles. Et là, au moins un représentant. Et on a, comme je vous l'ai dit, des échanges sur le niveau, sur la visibilité, sur qu'est-ce qu'on va avoir de cette génération-là dans 2, 3, 4 ans. Et ça apporte de la cohérence à la structure. Une chose très importante, vous l'aviez vu sur la structure qui permettait l'échec, et là je pense on n'est pas encore au point, c'est de garantir plusieurs moments de détection comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on les met toujours au début de saison, et vous avez tous des profils différents au niveau des années d'âge. C'est pas juste d'avoir juste une image à un moment T début de saison, parce que fin de saison c'est complètement chamboulé finalement, c'est complètement modifié. Donc l'idée est d'avoir plusieurs moments comme ça sur la saison et laisser des invitations ponctuelles pour des joueuses qui peuvent revenir dans la structure des sélections et des équipes. Ça a une opportunité aussi, vous ne le voyez pas, ça a coupé mais c'est pas grave, de lien direct avec les entraîneurs et les parents pour répondre aux questions, pour avoir finalement ce lien. Le sport c'est de l'humain et il faut avoir des moments comme ça pour tout simplement tisser aussi des liens qui ne sont pas que dans des mails, dans des capsules vidéo ou dans des visioconférences. On en a assez. Au niveau, je vous ai parlé des principes de détection. Un petit clin d'œil ici parce que j'ai essayé de pousser un peu la réflexion du côté wallon, du côté du sud de la Belgique. Là, ça fait des années qu'on fait des batteries de tests pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons. L'idée, c'est qu'on crée un big data avec des batteries de tests plutôt physiques, des prises de mesures anthropométriques, etc. Et en fait, ce big data, ça permet aux joueuses jeunes de s'identifier un Hélène Tonissen qui performe en D1 et qui avait déjà passé à ce même âge les batteries de test. Donc c'est bien pour les filles, c'est motivant, c'est valorisant, et nous ça nous donne un indicateur qui n'est pas l'indicateur principal, mais un indicateur là-dessus. Par contre, le lien, il est très très clair et je pense très fort avec le secteur scolaire. On a parlé avec mes collègues pendant la pause de plusieurs Eurotests, etc., qui étaient faits. Mais je pense qu'associer tout le monde dans ce secteur-là, c'est permettre la lutte du décrochage sportif. Et c'est un vecteur complet de santé, en fait, de santé générale de la société. Qu'un jeune commence le sport et puisse y trouver du plaisir. Juste très brièvement, le principe de surclassement. Pour augmenter en fait les projets, on essaie de surclasser les joueuses le plus possible, mais il y a toujours des discussions sur une sélection de 20 joueuses.
On prend toujours beaucoup de temps sur 18, 19, 20e place. Il n'y a plus de discussion maintenant au niveau des stats. J'ai apposé un surclassement des meilleurs qu'on connaît de l'équipe précédente sur cette sélection. L'importance du double projet, je pense que j'ai parlé de sensibiliser les parents. Je vais aller plus vite. C'est ma dernière bien, donc j'ai été très vite. Pour moi, les perspectives, c'est vraiment d'augmenter en fait l'écosystème du monde du sport et de prendre conscience que le sport, c'est vraiment un vecteur intersectoriel et de développer des stratégies sur des collaborations avec le monde de la culture, de la santé, de l'éducation. J'ai vu qu'il y avait des projets dans ce sens-là, mais si on peut avoir des plus-values communes et donner du sens à nos différentes structures, on aura tout gagné. Voilà, je vous remercie.